On va démarrer tout doucement ce webinaire en attendant que chacun se connecte. Merci Laura. Un webinaire qui va être un petit peu différent de ceux qu'on a fait auparavant pour les webinaires utilisateurs, puisque c'est la dernière session de l'année. On s'est dit que ce serait sympa de revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé et puis vous donner un petit peu de perspective sur ce qu'on va faire en 2026. Donc, on va animer ce webinaire à deux avec Sylvain qui viendra me compléter et notamment, vu que Sylvain gère toute la partie roadmap, il vous présentera un petit peu ce qui est prévu pour 2026. Alors, pour commencer tout doucement, quelques informations sur la dynamique Digiform Assertif. Premièrement, comme vous l'avez certainement tous vu, MyCertif a changé de nom cet été et est devenu Digiform Assertif. Alors, je le répète encore une fois, mais tout est resté similaire, l'équipe, le produit, la promesse, les valeurs, etc. L'idée, c'était vraiment d'avoir une dynamique plus approfondie avec le groupe Digiforma. Puis vous étiez déjà nombreux à nous appeler Digiform Assertif, donc au moins, cette fois, c'est officiel. Quelques chiffres sur cette année 2025. On a accueilli 170 nouvelles certifications dans les plateformes de nos clients. Donc, ça représente 2 fois plus de clients que l'année passée. Et puis, 300 nouveaux partenaires qui ont été intégrés, donc des réseaux de partenaires de nos clients. On a compté 177 nouvelles fonctionnalités. Je vous rassure, on ne va pas revenir sur toutes ces fonctionnalités pendant ce webinaire, puisqu'on est ensemble pendant une petite demi-heure. Donc, l'idée, c'est qu'on en a sélectionné quelques-unes. Mais comme vous pouvez le voir, on n'a pas chômé chez Digiform Assertif avec toutes ces nouveautés. Et on a également lancé, ça fait maintenant quelques semaines ou mois qu'on a lancé les webinaires utilisateurs. Alors, je ne sais pas si dans la salle, vous en avez déjà tous suivi, mais l'idée de ces webinaires, c'est vraiment en une demi-heure. C'est des séances qu'on organise 2 fois par mois sur la pause déjeuner entre 12h15 et 12h45. L'objectif, c'est de vous présenter les nouvelles fonctionnalités et aussi de revenir sur des fonctionnalités qu'on estime un petit peu sous-estimées chez nos clients. Donc voilà, l'idée, c'est que vous puissiez plus prendre en main la solution, que vous soyez le plus autonome possible. Et je le rappelle, inscrivez-vous à toutes les sessions qu'on propose parce que vous recevez automatiquement le replay. Donc, ça vous permet d'y revenir même si vous n'avez pas pu participer à la séance en live. Et dernier point sur la dynamique, je voulais parler rapidement de la communauté OC Connect. Je pense que vous êtes déjà nombreux à être dedans. Et d'ailleurs, je peux vous remettre le lien pour ceux qui n'y sont pas. La communauté OC Connect, c'est un groupe qui rassemble des professionnels de la certification, des certificateurs, des consultants, etc. Et on fait tous ensemble de la veille réglementaire. Donc, on a un groupe Slack qui a accueilli plus de 100 nouveaux membres cette année, qui vous permet d'échanger avec d'autres certificateurs, de poser vos questions, etc. Et puis, on organise également des ateliers en visio. Cette année, on a organisé 10 ateliers et on parle un peu tous les sujets de la certification, les jurys, les partenaires, les renouvellements. Et on continue en 2026, bien évidemment. Donc, restez connectés jusqu'à la fin. Je vous parlerai des sessions qu'on a prévues sur le premier trimestre de l'année. Voilà pour la petite introduction. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet avec quelques fonctionnalités qu'on vous a sélectionnées qui sont apparues sur cette année 2025. Sylvain, n'hésite pas à me compléter sur cette partie-là si tu veux. Premier élément qu'on vous a sélectionné, c'est des connexions à vos outils du quotidien. Vous avez vu apparaître le connecteur EDOF dans toutes vos plateformes. C'est un connecteur qui permet de créer automatiquement des pré-dossiers avec toutes les informations des candidats qui sont passés par les financements CPF. Ce connecteur EDOF, il est disponible bien évidemment pour vous en tant que certificateur, mais également pour votre réseau de partenaires. Alors, si ce n'est pas encore fait, incitez-les à activer ce connecteur-là. C'est à la fois très utile pour gagner du temps, pour la qualité des données et puis pour contrôler vos réseaux. Le deuxième connecteur, c'est le connecteur Digiforma qui est apparu également dans la solution. On a 3 grandes thématiques dans ce connecteur. Il y a la connexion SSO, il y a la synchronisation des données apprenants et candidats. Donc, depuis une fiche apprenant Digiforma, vous pouvez la convertir en candidat dans Digiforma Assertif et la synchronisation des données intervenants. Je vais traduire connexion SSO. Des connexions SSO, c'est le fait de se connecter une seule fois à l'ensemble des plateformes sans avoir besoin de se reconnecter et faire des passerelles entre les outils. Donc là, vous vous connectez au portail Digiforma et vous avez accès et à Digiforma et à Digiforma Certif.
Pour ceux qui veulent activer le connecteur Digiformat, il faut se rapprocher des équipes de Digiformat. C'est eux qui vous l'activeront directement dans vos outils. Pour le connecteur EDOF, en revanche, il se fait directement depuis Digiformat Certif et vous pouvez avoir toutes les infos dans l'aide en ligne pour l'activer ou envoyer l'aide en ligne à vos partenaires pour qu'ils le fassent. Voilà pour cette première partie. On voulait également vous parler de la refonte du jury de certification qui, si je me souviens bien, est sortie en juillet. Donc voilà, la refonte, elle avait pour objectif de vous offrir une vision plus claire des résultats, qu'en un coup d'œil, vous puissiez voir les différents avis qui ont été émis par les jurys de certification, les jurys d'évaluation, pardon, s'il y a eu des observations qui ont été laissées, des demandes d'indulgence, et que tout ça se fasse au travers d'un code couleur beaucoup plus clair et identifiable, notamment quand on est sur du RNCP, puisqu'on peut voir les résultats des différents blocs. Alors, ma capture d'écran est peut-être un peu petite, mais dans l'idée, je pense que vous voyez ces différents points de couleur. Vous pouvez également laisser des commentaires personnalisés pour les candidats, pour le jury. Et puis, l'autre amélioration qui a été apportée, c'est la signature unique des procès-verbaux avec un regroupement qui est personnalisable. Donc, si vous organisez des jurys de certification, multi-certification ou multi-partenaires, vous pouvez donc faire des regroupements de PV par partenaire, par certification, en ne signant qu'une seule fois ces documents-là, ce qui permet de gagner en temps et en efficacité. Tu avais des éléments à ajouter là-dessus? Non, non, tu as tout dit. C'est On parfait. a ensuite, alors vous n'avez pas pu le rater, le décret de juin est venu vraiment appuyer sur la surveillance des partenaires, que ce soit la surveillance de leurs pratiques comme de leur communication. Donc bien évidemment, on se devait de vous sortir des fonctionnalités qui vous permettaient de faire tout ça. C'est ce qui s'est fait avec le suivi des demandes d'information. Cette fonctionnalité, elle permet de faire des demandes d'informations à vos partenaires, à vos évaluateurs, pour qu'ils viennent déposer des documents, des informations, des liens en preuve de suivi. Donc, je vous donne quelques exemples. Vous pouvez demander, par exemple, à vos partenaires de déposer leur certificat Calliope ou la brochure qu'ils distribuent dans les salons étudiants. Vous pouvez demander à vos évaluateurs de venir déposer leur CV. Selon l'abonnement que vous avez, vous pouvez ajouter des statuts de conformité sur ces demandes-là. Elles se centralisent et elles se stockent dans la solution. Donc, si demain vous avez un audit, un contrôle et que vous avez besoin de revenir sur ces éléments-là, vous les aurez directement dans la fonctionnalité de suivi de demande d'information, qui est un sous-menu des intervenants. Et il y a également avec ça la surveillance automatique des pages web, puisque vous pouvez demander, notamment à vos partenaires, de venir indiquer des URL type la page du site internet où ils parlent de la formation certifiante ou alors leur page avec leur catalogue EDOF. L'idée, c'est qu'ils viennent centraliser ces informations-là et qu'on active de la surveillance automatique. Donc, si dans le temps, ils viennent à changer les tournures de phrases, vous en êtes informé et vous pourrez comme ça vous assurer que ces nouvelles tournures vous conviennent ou alors leur demander de rectifier le tir. La surveillance des partenaires, l'objectif, c'est vraiment que vous puissiez prendre un peu d'avance sur d'éventuels contrôles, donc de demander tout un tas de documents et de pièces sur lesquels vous pourriez être contrôlé. Dans l'aide en ligne, on a fait une liste des points de contrôle qui ont été déjà réalisés auprès de nos clients. Vous pouvez vous en inspirer pour demander telle et telle pièce pour les analyser, les rendre conformes si vous le pouvez ou pas. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de faciliter ces contrôles, de vous tranquilliser aussi par rapport à ça et de faire en sorte qu'il n'y ait pas un gros flux de demandes d'un seul coup, mais que vous puissiez le faire au fil de l'eau, que aussi vos partenaires puissent répondre dans des moments plus calmes. Ils ont en temps réel le nombre de pièces qui leur sont demandées si vous en demandez beaucoup et vous voyez en temps réel le nombre de pièces qui ont été répondues. Tout à fait. Merci pour ces précisions. Nous avons ensuite sélectionné les parchemins où il y a eu des petites évolutions, mais qui sont assez intéressantes et qui permettent de renforcer votre conformité, puisque aux yeux de France Compétences, vous avez une obligation de vous assurer que tous les résultats et les parchemins ont bien été transmis aux titulaires. Donc, de notre côté, on a musclé un petit peu tout ça avec la possibilité
de relancer automatiquement les titulaires qui n'auraient pas téléchargé leur parchemin dans le premier email d'envoi des résultats. Et également en vous donnant de la visibilité pour que vous puissiez voir les diffusions qui ont été en erreur dans les emails ou alors que vous puissiez également voir si malgré les relances, les titulaires n'ont pas téléchargé leur parchemin. Ça vous permet de le voir et donc de faire le nécessaire pour peut-être les appeler, les relancer différemment et qu'ils viennent récupérer tout ça. Et je précise que donc dans DigiPharm Assertif, on a déjà, dès l'inscription du candidat dans la plateforme, déjà une information qui va nous dire si son mail a été reçu ou pas, donc s'il est valide. Donc s'il y aurait des erreurs d'email, etc., vous le savez tout de suite. Notre objectif est vraiment dès le début, pouvoir vous aider à avoir ce genre d'informations et que quand la délivrance du parchemin se fera, qu'il y ait un email valide parce que vous l'aurez fait corriger, mais pareil pour les enquêtes d'insertion, etc. Donc là, l'idée, c'est vraiment dès le début, contrôler que vous avez la bonne information au niveau de l'email sur le candidat, que vous puissiez la corriger et que vous soyez informé si elle n'est pas valide, et aussi de visualiser dans la liste des candidatures tout ce qui a été ouvert ou surtout ce qui n'a pas été ouvert, donc si les certificats n'ont pas été ouverts par des personnes. Je répète un peu ce que tu as dit. Tu as bien raison. L'objectif, c'est que ce soit bien compris pour tout le monde. On ne l'a pas précisé, mais si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, n'hésitez pas à nous les indiquer dans le fil de discussion. Ensuite, des mises à jour réglementaires. Et alors là, cette année, on a été servi sur le sujet forcément. Alors, plusieurs points. Déjà, la gestion des correspondances. Je ne sais pas si tout le monde l'a bien en tête, mais vous pouvez identifier vos correspondances directement dans l'outil. Alors, les correspondances internes, vous pouvez les déclarer et comme ça, s'il y a un candidat qui revient sur une certification où il aurait déjà obtenu un bloc ou quoi, c'est enregistré automatiquement, vous le voyez apparaître. Et puis tout ce qui va être correspondance externe, vous pouvez les déclarer manuellement au moment de la création de la fiche candidat. Et vous pouvez déposer des justificatifs pour la bonne preuve que la correspondance a été obtenue avant son inscription. Les correspondances internes, elles sont renseignées par le certificateur, donc dans l'administration de la plateforme. Pour les correspondances externes, elles sont déclarées par la personne qui crée la candidature, souvent le partenaire, et donc elles devront être validées avec les pièces dont Léa vient de parler, par le jury certif. Bien sûr, un partenaire ne peut pas dire « allez, il y a une correspondance », mais sans le démontrer. Et donc, c'est bien à vous de le valider pour être sûr que ce sont vraiment bien des correspondances externes. Tout à fait. L'autre point qui a fait grincer des dents certains certificateurs, c'était les enquêtes. On a vu apparaître de nouveaux modèles d'enquête de la part de France Compétences et surtout un nouveau tableau d'export avec 3 onglets. Donc les données parcours, les données évaluation et les données insertion. On a fait un atelier au C-Connect sur le sujet, donc si vous voulez un petit peu reprendre tout ça, vous pourrez aller regarder le replay qui est sur notre chaîne YouTube. Et sinon, l'idée, c'est que nous aussi, forcément, on s'est mis en conformité pour vous permettre de faire vos renouvellements sereinement. Donc, les modèles d'enquête ont été intégrés et mis à jour dans la solution, que ce soit pour le RNCP comme pour le RS. Le modèle d'envoi des enquêtes est le même avec les envois automatiques par email et les relances automatiques. Et lorsque vous allez renouveler, vous pourrez désormais exporter le tableau de France Compétences sous le nouveau format avec les 3 onglets déjà précomplétés ou à minima pour les données parcours et évaluation, les données qui arriveront à partir de maintenant seront intégrées. On sait qu'il y a des petits recalages qui sont faits par France Compétences sur ce tableau qui est parfois assez imprécis, mais dans ce qu'ils nous ont proposé lors des nouvelles versions. Donc, jusqu'à présent, on est assez à jour sur ce qui a été fait, notamment toute la colonne avec dons qui était comptée 2 fois, parce qu'il y avait dont les entrées dont les dossiers CPF, etc. Donc ça, ils l'ont corrigé, on l'a su tout de suite. N'hésitez pas à nous dire si vous vous rendez compte aussi qu'il y a d'autres éléments qui corrigent et qui évoluerait depuis la livraison initiale, parce qu'ils ne versionnent pas forcément leurs fichiers, ils ne changent pas, et grâce à vous, on est informé de ces évolutions. On vous en remercie. Ça nous permet d'être, on vous le promet, hein, d'être réactif pour toujours être complètement conforme aux derniers fichiers. Donc c'est un peu un jeu de qu'est-ce qui a changé. Quelqu'un nous en informe et nous,
se dépêche d'aller faire la mise à jour pour que vous soyez conforme avec le dernier fichier publié. Donc là, aujourd'hui, on est à jour. N'hésitez pas, si vous voyez des nouveaux changements, à nous le dire. Effectivement, tu as raison de le rappeler. Et le troisième point d'évolution réglementaire, c'est l'accrochage par le NIR. Donc, je le rappelle, le NIR, c'est le numéro de sécurité sociale. C'était une évolution attendue. Ça fait presque un an, il me semble, que la Caisse des dépôts a autorisé la collecte de ce numéro, en tout cas pour une partie des certificateurs qui en ont l'autorisation. Et je vous laisserai regarder si vous en faites partie ou non. Et on attendait que le dictionnaire des données soit mis à jour pour pouvoir s'en saisir. Donc, c'est chose faite depuis septembre ou octobre, il me semble, le dictionnaire a été mis à jour. Donc maintenant, vous pouvez accrocher à partir du nom, du prénom et du numéro de sécurité sociale. Ce numéro-là, nous, depuis le début de l'année, vous pouvez le collecter si vous le souhaitez dans la solution. Bien évidemment, une fois qu'il a été saisi par un premier utilisateur, il est crypté, il ne peut plus être lu entièrement. Ça reste une donnée très sensible. Et désormais, vous pouvez l'utiliser pour vos accrochages, donc ce qui va limiter grandement le nombre d'erreurs, au même titre que le connecteur EDOF qui permet de limiter le nombre d'erreurs. Donc voilà, l'accrochage qui va continuer normalement de se simplifier pour tous les certificateurs. Et d'ailleurs, je voulais faire une petite parenthèse rapide sur l'accrochage. Je vais vous partager rapidement. Voilà, vous voyez bien la solution. Vous utilisez tous cet outil d'accrochage et tant mieux, c'est normal. Comme vous le savez, vous venez télécharger les fichiers XML déjà complétés juste ici. Par contre, il y a un élément que certains omettent de faire, c'est de venir importer l'accusé de traitement de la Caisse des dépôts juste ici. Attention, c'est bien l'accusé de traitement et pas l'accusé de réception dont on a besoin. Cet accusé de traitement, c'est dans ce fichier-là qu'il y a tous les passages KO et les passages OK, donc les potentielles erreurs d'accrochage que vous avez pu avoir. En l'important, ça permet à Digiform Assertif de venir vous indiquer les titulaires qui peuvent être en erreur et donc vous pouvez les corriger directement depuis l'outil. Je ne vais pas forcément rentrer plus dans le détail dans cette session-là. On fera en début d'année, je pense, un webinaire utilisateur dédié à l'accrochage parce que ça vous aidera grandement. Mais pensez à bien ajouter ces accusés de traitement. C'est aussi là qu'il y a toute la valeur ajoutée de la solution. Une petite précision sur le NIR, c'est un décret qui est sorti en début d'année ou fin d'année dernière. C'était vraiment à cheval sur les deux. Il est donc collecté depuis le début. Si vous l'activez dans le back-office, vous n'êtes pas obligé de le faire. Parce que comme disait Léa, vous êtes en capacité légale ou pas de le collecter. Si vous le collectez, vous pouvez donc faire en sorte que il soit saisi dans Digiform Assertif. Et une autre petite précision qu'on a découvert très récemment, c'est que un NIR peut être et commencer. Alors il y a un contrôle de l'une, c'est un contrôle algorithmique qui fait qu'on ne peut pas saisir n'importe quel numéro. Donc déjà, ça fait un premier contrôle qui permet de faire en sorte que les données soient quand même plus valides. En revanche, on a appris récemment qu'un NIR peut ne pas commencer par un 1 ou un 2. Je n'ai pas forcément l'info. 1 pour les hommes et 2 pour les femmes, si je ne me trompe pas. Il y a aussi une autre convention avec du 7, par exemple, des choses comme ça. Et en revanche, ça, France Compétences ne sait pas le gérer, ou la Caisse des dépôts plutôt, ne sait pas le gérer. Donc, quand vous avez des personnes avec des numéros de sécurité sociale en attente, par exemple, avec autre chose qu'un ou un 2, on vous conseille de ne pas le saisir. On est en train de mettre à jour le front pour que vous ayez l'information, parce que il sera rejeté par France Compétences alors que c'est bien un numéro valide. Donc voilà, les avantages peuvent avoir aussi des petits inconvénients, et forcément, comme on a beaucoup de clients et beaucoup d'accrochages, on tombe aussi dessus. Donc pareil, en temps réel, on vous informe de cela. Et comme d'habitude, restez informés avec la newsletter mensuelle. C'est la seule newsletter qu'il ne faut pas supprimer directement puisque vous avez toutes les petites anomalies, enfin, petits cas de figure spécifiques qui peuvent vous être précisés. Ensuite, nous avions noté, alors là, c'est les dernières évolutions que je voulais vous présenter. Après, je laisserai la main à Sylvain sur le CAP 2026. Vous avez vu apparaître un bot en bas à droite de votre outil Digiform Assertif. Vous pouvez lui poser toutes vos questions directement. Il va vous apporter des réponses rapides et vous rediriger vers l'aide en ligne complète au besoin. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez utiliser de manière encore plus fluide la solution et que dès que vous avez une question, vous puissiez vous y référer.
Alors, The Bot, il se réfère beaucoup à l'aide en ligne, qui est une aide assez généraliste. Comme vous savez, dans Digiform Assertif, on peut faire énormément de configurations, etc. Tous les petits points de détail ne sont pas forcément dedans, donc il ne sera pas toujours complètement pertinent si vous êtes vraiment sur des cas et sur vos cas à part de configuration, etc. En revanche, sur le très généraliste, il est pertinent. On met à jour l'aide en ligne à chaque nouvelle version. On essaie vraiment d'être très, très rigoureux là-dessus. Voilà, c'est un gros travail, mais on a une aide en ligne qui est assez pléthorique si on enlève quand même tous ces cas de configuration qui sont à part, qui sont difficiles à décrire, puisque c'est des cas de configuration pour les uns et les autres. Et dans ce cas-là, vous avez le service support qui peut vous renseigner si vous avez oublié que vous aviez fait faire ou fait mettre en place telle ou telle configuration. Tout à fait. Et le deuxième outil qui est sorti un peu plus récemment, c'est la boîte à idées collaborative. Alors, vous l'avez vu apparaître, si elle est activée, il me semble. Il faut l'activer, c'est ça, Sylvain, la boîte à outils? Exactement. La boîte à idées, vous la retrouvez dans le back-office au niveau des fonctionnalités et vous pouvez l'activer et éventuellement créer des catégories. Non, pardon. Non, pardon. Je mélange les pinceaux. Non, vous pouvez l'activer en mettant un email, l'email de la personne, parce qu'en fait, dans la boîte à idées, seule une, même si vous êtes plusieurs éventuellement à les visualiser, votre vote pour les idées des autres ne comptera qu'une fois pour pas que vous puissiez, au sein d'une société, voter 4 fois pour une de vos idées, par exemple. Donc, un client, une idée, et chaque client peut voter. Et pour ça, il faut l'activer dans le back-office en mettant l'email de la personne qui sera le référent sur ces idées. Si vous avez besoin d'aide là-dessus, n'hésitez pas à nous contacter, mais je vous invite vivement à activer cette boîte à idées puisqu'elle va vous permettre donc de partager vos idées, besoins d'amélioration, d'évolution de la solution. Ça va aussi vous permettre d'interagir avec les idées qui ont été partagées par les autres, donc en votant, comme Sylvain le disait, mais aussi en mettant des commentaires pour approfondir un petit peu le besoin. Et comme vous le savez, on écoute tous vos retours pour les évolutions. Donc, on va beaucoup se baser sur cet outil-là aussi. Alors, n'hésitez pas à aller l'alimenter en nous partageant tout ce que vous voulez nous partager comme idée. Alors, il y a une question qui demande comment on fait pour activer la boîte à idées. Donc, il faut être administrateur, aller dans la partie administration et l'administration générale. Il y a une aide en ligne, pareil, qui vous dit comment l'activer dans l'aide en ligne. Si vous n'arrivez pas à trouver l'endroit, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mot à travers le support. Mais en fait, pour l'activer, il suffit de renseigner un email de la personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sera le référent des idées et des votes. Tout à fait. De toute façon, Cynthia, si tu ne trouves pas, je t'enverrai tout ça tout à l'heure. Sylvain, je te laisse la main pour nous parler un petit peu de ce que tu as prévu dans la roadmap 2026. Alors, on a beaucoup de choses qui sont prévues dans la roadmap 2026. On en a isolé là 3 qui sont notamment l'administration des emails, très attendue. L'administration des emails, c'est le fait que vous savez qu'il y a quelques dizaines d'emails qui partent de Digiform Assertif. Et ces emails aujourd'hui sont configurés de manière assez générale, même si certains peuvent être améliorés, notamment, je vois, par des convocations via des informations, soit aux candidats, soit aux intervenants, soit directement à chaque candidat, des informations génériques. Mais même s'il y a tout ça, vous avez souvent envie d'aller modifier des contenus, rajouter des phrases, etc. Donc là, l'idée, ça va être de vous faire en sorte que tous les emails soient listés dans la plateforme et que vous puissiez aller changer le texte, les améliorer, les changer, et avec, comme vous en avez peut-être l'habitude dans ce type d'outils, des balises qui vous permettent quand même d'aller chercher des données de manière dynamique, par exemple une liste de candidats ou une heure de début de session. Donc l'administration des emails, c'est assez attendu parce que vous avez souvent envie de personnaliser ces emails. Et donc là, c'est quelque chose que l'on fera sur l'année 2026. Après,
nous avons la gestion des évaluations certificatives. En gros, aujourd'hui, vous connaissez donc DigiPharma Certif avec la frise et le parcours de certification qui vous permet de renseigner les résultats d'évaluation certificative. Ben là, vous allez avoir la possibilité de créer des épreuves d'évaluation dans DigiPharma Certif, par exemple une épreuve de livrable, et de définir quel serait le correcteur et éventuellement quelles compétences cela vise. Et donc, grâce à ces modules d'évaluation, vous allez pouvoir aller de manière plus fine, par exemple avec des QCM, des livrables, des oraux, etc., découper vos évaluations et alimenter les grilles de vos étapes de certification par l'intermédiaire de ces évaluations et de ces épreuves d'évaluation. Ça va permettre d'aller beaucoup plus loin dans les calculs et dans le mix entre les différentes épreuves. Voilà, pour les gens qui ont des formations longues, ça va permettre d'être beaucoup plus fin dans ces paramétrages. Et pour les gens qui ont des évaluations plus courtes, peut-être parfois de mixer des choses, voilà, d'être beaucoup plus pertinent par rapport à toute la phase d'évaluation qui n'était pas traitée aujourd'hui dans l'application. Et on voit les petites légendes là dans la partie gauche qui permettent de voir en temps réel sur les candidats où on en est, qui a fini de remplir par exemple son évaluation, qui a fini de corriger et où ça en est. Ça va être assez puissant comme outil. Et il est complètement interfacé avec le référentiel de certification, ce qui est assez unique, même par rapport à des outils extérieurs que vous utiliseriez. Là, vous allez pouvoir savoir en temps réel où en sont l'acquisition des compétences, en tout cas l'avis d'acquisition des compétences sur les grilles d'évaluation. Donc ça va être assez puissant aussi. Et puis la partie QCM, oui, pour les gens qui ont des QCM qui vont s'auto-corriger et se mettre directement en ligne et sur le référentiel de compétences sans forcément avoir besoin de passer par un outil externe. J'en profite aussi pour dire, pour ceux qui ont des outils externes, qu'il est tout à fait possible aujourd'hui, par l'intermédiaire des API, de déverser directement par compétences ou par critères d'évaluation les résultats de ces ou par bloc, le résultat de ces évaluations par l'intermédiaire d'outils externes dans DigiPharma Certif. Et pour finir, voilà, les indicateurs de suite partenaire pour aller dans le sens de ce que vous a présenté tout à l'heure et ce qui est sorti cette année sur les demandes d'information. Là, on va, par rapport aux partenaires, pouvoir mettre en place des indicateurs qui vont vous permettre d'avoir tout un tas d'informations et de mesurer dans le temps la progression sur ces indicateurs. Par exemple, je ne vois pas bien là, mais le taux de résultat des certifications, si le connecteur EDOF est activé, etc. L'idée, là, ça va être avec les petites flèches qu'on voit en bas à droite de chacun des blocs, de voir si le partenaire progresse par rapport à tous ces indicateurs qui vont sortir dans une première version assez rapidement et qui vont s'enrichir au fil de l'eau et aussi au fil de vos demandes, éventuellement de la boîte à idées que vous auriez demandé et qui aurait reçu un grand nombre de votes. On va faire évoluer tout ça dans le temps pour que vous ayez le plus d'indicateurs possibles qui vous permettent de bien comprendre où en sont vos partenaires et avec une petite note qu'on voit en haut avec des étoiles qui permettent aussi par rapport à des configurations que vous aurez fait sur chaque critère. Pourquoi pas mettre de la pondération parce qu'un critère est important. Vous pourriez dire que par exemple pour vous, vous voulez que les gens aient un connecteur EDOF activé parce que vous voulez vraiment que les pré-dossiers se créent, que vous ayez des dossiers de candidature qui s'envoient facilement après à la Caisse des dépôts pour les titulaires. Tout ça, c'est des choses que vous allez pouvoir configurer en les activant dans ce calcul final. Et donc, vous allez pouvoir voir quels sont les partenaires qui ont encore beaucoup à faire pour progresser, puis ceux qui sont plutôt avec éventuellement 5 étoiles parce qu'ils sont très bons. Et donc ça va permettre, et ils vont voir aussi ces indicateurs, les partenaires, uniquement bien sûr les leurs, pour aussi les aider à s'améliorer
et voir sur quoi vous considérez qu'ils ont besoin de s'améliorer avec ces indicateurs. Donc, on voit qu'un 35%, par exemple, des taux de réussite aux certifications, c'est pas beaucoup. Vous avez aussi la possibilité de dire si vous estimez qu'au-dessous d'un certain pourcentage, vous estimez que l'indicateur n'est pas conforme à ce que vous attendez de votre partenaire. Dans ce cas-là, il serait encadré avec un liseré orange, si je me souviens bien, pour dire attention, ça c'est un peu faible, 35% de taux de réussite, on attend au moins 50%. Je précise aussi que par défaut, on aura mis des pourcentages. N'hésitez pas, quand l'application et que la fonctionnalité va sortir, à aller jouer avec ces pourcentages, mettre les vôtres, parce qu'on va enregistrer de mois en mois les taux que vous aurez mis, et donc les taux qui seront enregistrés, si vous les modifiez, ne seront tenus en compte que sur les mois suivants. En tout cas, un super outil pour vous aider à tisser cette collaboration avec vos partenaires et les aider à s'améliorer. Et puis pour vous, certificateurs, à avoir une bonne idée, beaucoup plus, enfin sur une page unique de où ils en sont, ce qu'ils ont activé, quels sont leurs résultats aux différents éléments que vous retrouvez par ailleurs à d'autres endroits, notamment dans les statistiques. Mais voilà. Merci beaucoup. Et puis de toute façon, quand ces fonctionnalités vont sortir, on vous fera des petits webinaires utilisateurs pour vous aider à les prendre en main et vous donner des conseils pour bien les utiliser. Et, et voilà. On espère que tout ça, ça vous a plu. Je prends une petite minute avant de vous laisser pour vous partager le programme de nos ateliers au C-Connect du premier trimestre de l'année. En janvier, on va organiser une session autour de la reconnaissance des formations, donc tout ce qui va être enregistrement de droit, visa, grade, micro-certification. Nous avons Mélanie Cadard de chez Headway qui va venir nous parler de tout ça pour vous aider à mieux construire vos stratégies. En février, nous allons nous retrouver avec Anne-Lise de Caliboost qui va nous parler de l'organisation des épreuves certificatives. On va revenir sur les rôles de chacun des jurys, donc jury d'évaluation, jury de certification. On va parler des différentes modalités d'évaluation. On va parler de la prise en compte des situations de handicap. Et en mars, nous serons avec Camille et Christine Lancesser de 4 et Associés pour parler des différents types de collaboration dans la certification. Donc l'idée, ça va être de revenir sur la co-certification et les réseaux de partenaires pour bien saisir les différences entre ces deux types de collaboration et vous aider à prendre des choix éclairés sur ceux que vous allez mettre en place. Voilà pour cette petite programmation. On vous en informera bien évidemment sur OC Connect et par mail de manière plus officielle, mais vous avez déjà une idée de tout ce qui arrive. On espère que ce petit webinaire vous a plu, vous a permis de revenir sur un petit peu tout ce qui s'est passé cette année et puis que les nouveautés qui arrivent vous donnent envie d'en savoir plus et vous intéressent autant qu'à nous. On vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année et puis on se retrouve début janvier avec de nouveaux webinaires. Bonne fête de fin d'année à tous. Merci de votre écoute. Merci Laura, merci Cynthia et puis à très bientôt. Bonne journée, au revoir.